Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur... Ghost de Jerry Zucker, sorti en 1990. Le propre des films cultes est d'échapper à tout jugement objectif, et ce ne sont pas forcément leurs qualités purement cinématographiques qui les font entrer, sinon dans l'histoire du cinéma avec un H majuscule, en tout cas dans la mémoire collective. Le phénomène est bien sûr imprévisible et mystérieux, un sujet qui tombe à pic, une alchimie troublante entre les acteurs, l'identification d'une partie du public avec les personnages et leurs émotions. Il n'en faut parfois pas davantage pour que se crée autour du film une communauté qui lui rend un véritable culte. Visions sans cesse répétées, dialogues super cœur, scènes rejouées entre amis, soirées spéciales, etc. Il arrive aussi qu'en plus, ces films remportent un grand succès public jusqu'à devenir une sorte de phénomène qui traverse les générations, suscite clins d'œil et parodies et devient même une référence dans la culture populaire. Ghost entre aisément dans cette catégorie. Pas vraiment attendu à sa sortie en 1990, accueilli par des critiques mitigées, il a très vite séduit le public qui lui a fait un triomphe. Tourné pour 22 millions de dollars, il en a récolté plus de 505 millions, devenant ainsi le champion du box-office international de 1990. Et en prime, il a remporté 2 Oscars, celui du meilleur second rôle pour Whoopi Goldberg et celui du meilleur scénario pour Bruce Joel Rubin, plus des nominations pour le meilleur film, le meilleur montage et la meilleure musique. Comme souvent dans l'histoire du cinéma où des succès incroyables, voire des chefs-d'œuvre incontournables, ont connu des processus de création ni simples ni évidents, la naissance de Ghost ne s'est pas faite sans embûches ni obstacles, mais finalement, peu à peu, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées jusqu'à former un tableau idéal à la source du succès et du culte qui l'a entouré. La première pièce de ce puzzle, c'est bien sûr le scénario. Drôle de type que ce Bruce Joel Rubin qui l'a écrit. Fou de cinéma depuis qu'il a vu adolescent Les Fraises sauvages de Bergman, il a fait des études à la New York University, où il a alors comme camarades Martin Scorsese et Brian De Palma, qui met d'ailleurs en scène le premier court-métrage qu'il a écrit. Mais alors qu'il travaille comme assistant sur une série à succès, une expérience sous LSD déclenche chez lui le besoin profond d'une quête spirituelle. Il quitte tout et s'en va méditer en Grèce avant de partir pour le Tibet. Il traverse en stop la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan, puis il vit dans des ashrams en Inde, dans un monastère tibétain à Katmandou, dans un temple bouddhiste à Bangkok, dans un temple sikh à Singapour, et pendant une semaine à même le sol des temples d'Angkor, alors encore en cours de fouille. À son retour, après ce voyage initiatique de près de 2 ans, dont il cultivera les leçons toute sa vie, il revient au cinéma, travaille aussi bien comme ingénieur du son que comme monteur, et retrouve son copain Brian De Palma, dont il est l'assistant sur son premier film, High Mom, avec le tout jeune Robert De Niro. Et il reprend l'écriture de scénarios. Ce qui le fascine donc, c'est d'explorer le monde invisible de nos vies, de traquer le mystère profond de chaque être humain, de s'interroger aussi bien sur la vie après la mort que sur la manière de faire son deuil. Mais il a du mal à placer ses scénarios que même son agent trouve trop métaphysiques, d'autant, dit-il en lui annonçant du même coup qu'il renonce à le représenter, que les studios ne croient pas au succès des films de fantômes. Malgré un faible écho du public à leur sortie, 2 films de science-fiction et fantastique tirés de ces scénarios, Brainstorm, sorti en 1983, le deuxième et dernier film de Douglas Trumbull, le directeur des effets visuels de 2001 Odyssée de l'espace, puis L'Ami mortel, sorti en 1986 et réalisé par Wes Craven, vont cependant attirer l'attention sur lui. La Paramount se décide finalement à acheter 2 scénarios sur lesquels il travaille déjà depuis plusieurs années, toujours flirtant avec le fantastique, mais à l'opposé l'un de l'autre. Autant le premier est noir et désespéré, autant le deuxième est lumineux et optimiste. Le premier, c'est L'échelle de Jacob, hanté par les traumatismes de la guerre du Vietnam, qui a intéressé des cinéastes comme Sidney Lumet et Ridley Scott, mais sans qu'ils réussissent à le monter, et qui sera finalement tourné par Adrian Lyne,
pas pour la Paramount qui a abandonné le projet en cours de route, mais pour Carolco. Et le deuxième, c'est Ghost, bien sûr. Si Bruce Joel Rubin avait depuis longtemps l'envie d'écrire un film de fantôme du point de vue du fantôme lui-même, c'est une représentation d'Hamlet où l'on voit le prince de Danemark confronté au fantôme du roi son père, qui lui révèle qu'il a été assassiné, qui lui donne le déclic. Je voulais imaginer, dit-il, ce qui se passerait si dans l'Amérique du XXe siècle, quelqu'un recevait la visite d'un fantôme qui lui demandait de venger sa mort. La grande trouvaille du scénariste est d'en faire une formidable histoire d'amour qui défie la mort. Le fantôme, en effet, est celui d'un mari agressé et tué dans la rue sous les yeux de sa femme adorée, mais dont la mort n'est peut-être pas aussi accidentelle qu'elle le croit. Fantastique, romance, thriller, amour, amitié, trahison, vengeance, tous les ingrédients sont déjà là. Une fois la Paramount impliquée, Rubin se met à rêver à un cinéaste comme Spielberg ou Scorsese, mais le studio a arrêté son choix sur Jerry Zucker. Je pensais que c'était le pire choix possible, se souvient le scénariste. Il a beau apprécier les films que Jerry Zucker a signés avec son frère David et avec Jim Abrahams, les fameux Zaz, roi de la parodie et des comédies déjantées comme Y a-t-il un pilote dans l'avion et la série de Y a-t-il un flic, il estime que ça n'en fait pas pour autant le réalisateur idéal pour son mélo fantastique et romantique. Pourtant, dès qu'ils se rencontrent, Bruce Joel Rubin et Jerry Zucker, qui l'un comme l'autre prennent le sujet très au sérieux, s'entendent à merveille, et ils passent près d'un an à retravailler le scénario. Est-ce l'apport de Jerry Zucker ? Est-ce le plaisir qu'a Bruce Joel Rubin de souvent mélanger les genres ? En tout cas, au cœur de cette love story d'outre-tombe, déboule un personnage inattendu, une cartomancienne haute en couleurs, un peu escroc sur les bords, mais dont les qualités de médium vont quand même permettre aux amants séparés par la mort de communiquer, et qui va se révéler être la touche d'humour du film. Après le scénario, le casting. Pour le scénariste, c'est simple. Depuis qu'il l'a vu à la télévision parler de la mort de son père avec une grande émotion, lui le héros très viril de Dirty Dancing, l'acteur idéal pour jouer le mari fantôme, c'est Patrick Swayze. Mais Jerry Zucker ne veut pas en entendre parler. Harrison Ford, Tom Hanks, Tom Cruise, Michael J. Fox et d'autres sont alors contactés. Tous refusent. Harrison Ford, se souvient le scénariste, avait dit « J'ai lu ce truc 3 fois et j'ai toujours rien compris. En fait, aucun d'eux ne voulait jouer un mort. Ils voyaient tous cela comme une perte de vitalité. Il n'y avait personne. Quand Patrick a dit oui, il a véritablement sauvé le film. » Patrick Swayze, habité lui aussi par une quête spirituelle et qui a su voir le potentiel du rôle, a en effet vaincu les réticences du réalisateur. Et c'est en lui jouant la scène d'adieu très émouvante de la fin du film qu'il l'a convaincu. Pour incarner Molly, l'épouse qui a d'abord du mal à croire que son mari est revenu sous la forme d'un fantôme, plusieurs actrices, dont Nicole Kidman et Madonna, sont auditionnées. Mais c'est Molly Ringwald, l'héroïne des teen movies cultes des années 80, dont The Breakfast Club de John Hughes, qui décroche le rôle avant d'y renoncer. Dommage pour elle. Et c'est finalement Demi Moore, dont la vie privée avec Emilio Estevez puis avec Bruce Willis fait depuis quelques années les choux gras de la presse people, qui l'emporte, notamment grâce à son pouvoir d'émotion. Pour le rôle de la cartomancienne médium, Rubin et Zucker ont plus de mal à se décider, même après que Tina Turner a été auditionnée. Le studio, ainsi que Patrick Swayze, qu'il aime beaucoup, leur ont parlé plusieurs fois de Whoopi Goldberg, que la couleur pourpre de Spielberg a fait exploser au cinéma. Mais ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée. Jusqu'au jour où, n'ayant pas trouvé la perle rare, ils se décident à lui faire passer une audition. Ils raconteront ensuite que ce n'est pas la lecture de la scène qui les a convaincus, mais l'humour de la comédienne. Côté technicien, Jerry Zucker s'entoure des meilleurs. Adam Greenberg, le directeur de la photo de Terminator, Walter Murch, monteur hors pair de George Lucas et Francis Coppola, et Maurice Jarre, le compositeur incontournable d'Hollywood depuis Lawrence d'Arabie. Toutes les pièces du puzzle sont maintenant en place, chacune donnant son sens aux autres. Reste plus qu'à attendre le verdict du public. Il ne tarde pas.
Et si certains critiques font la fine bouche devant ce qu'ils considèrent comme un mélo un peu trop mélo et un peu trop simple, les spectateurs, eux, sont enthousiastes, séduits avant tout par ce que dégagent les acteurs, charisme, sex appeal et émotion, et par ce mélange des genres où le fantastique, la romance, le thriller et l'humour font plus que bon ménage, et surtout, par l'une des plus belles et des plus émouvantes histoires d'amour, qui est aussi une formidable histoire de résilience. Très vite, le film qui par la même occasion modernise le mythe du fantôme au cinéma devient culte, et notamment cette scène torride où, avant le drame, dans leur beau loft de New York, les amoureux, lui torse nu et elle vêtue simplement d'une grande chemise, se livrent ensemble à la poterie. C'est son métier à elle. Leurs 4 mains mêlées dans la glaise sur une chanson envoûtante des années 50, Unchained Melody des Righteous Brothers, ils se laissent très vite emporter par le désir et la passion. Patrick Swayze dira que c'est la scène la plus sexy qu'il a jamais tournée. Plagiée, copiée, citée, parodiée, cette scène qui, paraît-il, a remis la poterie au goût du jour, devient cultissime. On dit que chaque année à la Saint-Valentin, des amoureux la rejouent. La chanson qui l'accompagne retrouve une nouvelle jeunesse et se classe alors en tête des hit-parades. Et qu'importe les faux raccords entre le moment où leurs mains s'entrelacent dans la glaise avec amour et celui où ils se caressent avant de basculer sur le divan, leurs mains devenues miraculeusement impeccables. Les fans s'amuseront même de ces faux raccords, comme ils s'amuseront aussi des petites incohérences qui jalonnent le film. Un fantôme qui passe à travers les murs mais pas à travers les escaliers qu'il monte, qui passe à travers un métro mais est bloqué par un autre, ou qui est parfois accompagné de son ombre sur le mur alors qu'il est censé ne pas arrêter la lumière, sans même parler de la présence de l'équipe dont on devine des reflets ici ou là. Le triomphe de Ghost, dont Jerry Zucker dira plus tard qu'il est son préféré, va faire exploser le statut de ses interprètes qui vont s'imposer parmi les grandes stars des années 90. Demi Moore, dont la coupe, cheveux courts sur la nuque et longue frange légèrement irrégulière sur le front qu'elle a décidé elle-même, va devenir très tendance. Demi Moore, donc, va devenir aussi un sex symbole que confirmeront ses films suivants, Proposition indécente, Harcèlement, Striptease, et figurera parmi les actrices les mieux payées d'Hollywood à l'époque, tout en montrant dans des films comme des hommes d'honneur l'étendue de son talent. Au mois dernier, elle a fait à 61 ans un comeback éclatant à Cannes avec The Substance de la française Coralie Farja, récompensée du prix du scénario. Le succès de Ghost venant après celui de Dirty Dancing vaudra à Patrick Swayze d'être élu en 1991 par le magazine People d'homme le plus sexy au monde, ce que ne démentira pas Point Break de Catherine Bigelow. Il dira que ce rôle de Ghost a été l'un des plus complexes à jouer, car il est plus dans l'observation que dans l'action et qu'il est censé être invisible de tous. En passant ensuite de la Cité de la Joie à Extravagance où il n'hésite pas à jouer une drag queen, il montrera lui aussi qu'il peut décidément tout jouer. Il sera emporté par un cancer en 2009 à 57 ans. Whoopi Goldberg, elle aussi, aura montré 5 ans après La couleur pourpre qu'elle est convaincante dans tous les registres. Elle sera ainsi la deuxième actrice noire à obtenir un Oscar du meilleur second rôle, 50 ans après Hattie McDaniel, consacrée en 1940 pour son rôle dans Autant n'emporte le vent. Son personnage de médium sera même classé par le premier Américain parmi les 100 meilleurs personnages de films de tous les temps. L'histoire de Ghost ne s'est pas arrêtée là. En 2010, les Japonais en font un remake où les rôles sont inversés. C'est la femme qui est assassinée et devient un fantôme. Et en 2011, le film sera adapté par Rubin lui-même en une comédie musicale créée à Londres avant d'être présenté à Broadway et de tourner dans le monde. Si certains critiques à l'époque lui reprochaient son côté un peu trop lisse, un peu trop hollywoodien, un autre regard sur le film est apparu ces dernières années qui lui donne soudain une nouvelle dimension et peut-être même une nouvelle actualité, en mettant en lumière, sous ses apparences de mélo mainstream, un côté queer, gay-friendly, à peine souterrain. Certains soulignent en effet que les hommes sont souvent filmés comme des objets de désir, que le personnage de Demi Moore a un look androgyne, avec ses cheveux courts et ses grandes chemises d'homme,
et qu'il y a quand même l'ébauche d'une scène d'amour entre Demi Moore et Whoopi Goldberg, même si c'est alors l'esprit de Patrick Swayze qui est censé être à ce moment-là dans le corps de la médium et s'exprimer à travers ses mains. Les hasards de la vie ont montré il y a quelques mois que finalement ce nouveau regard n'était pas dénué de sens. En effet, Bruce Joel Rubin, le scénariste, a publié au printemps 2024 son autobiographie « It's Only a Movie ». À 81 ans, et après 50 ans de vie commune heureuse avec son épouse, entouré de leurs enfants et petits-enfants, il y fait son coming out, disant qu'il ne voulait pas mourir en emportant son secret. De toute évidence, j'ai toujours retenu ma sexualité. Être différent est ce qui m'a amené à devenir écrivain. J'ai dû sortir du courant dominant de la vie et le regarder sous un angle différent. Se retrouver en marge de l'expérience humaine est un cadeau plutôt qu'un tourment. Un film comme Ghost a touché des centaines de millions de personnes et c'est mon petit style de vie caché qui m'a donné une voix pour leur parler, a-t-il déclaré au Guardian, en rajoutant qu'il était très fier et très heureux de la dernière phrase de Ghost, « L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi ». C'est cette ode à l'amour qui aujourd'hui, près de 35 ans après sa sortie, et même si le film a un peu vieilli, notamment les effets spéciaux, mais cela peut aussi rajouter à son charme, c'est cette dimension donc qui touche toujours, pour peu qu'on soit un rien sentimental. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez voir aussi au mois de juillet The Hitcher. À sa sortie en 1986, ce premier film de Robert Harmon, un road movie violent inspiré de Riders on the Storm des Doors et du Voyage de la peur d'Ida Lupino, a été un échec et a été assassiné par la critique. Mais la vidéo en a fait peu à peu un film culte, notamment grâce à la prestation impressionnante et inoubliable de Rutger Hauer, en autostoppeur tueur venu de nulle part, jubilatoire. Robocop, sorti en 1987, le premier film américain de Paul Verhoeven, est pour son réalisateur l'un de ses plus aboutis. L'histoire d'un nouveau flic, mi-homme, mi-robot. Une vision noire d'un avenir où le profil emporte sur tout le reste, une interrogation fascinante sur ce qu'est, au fond, l'humanité, violent et brillant. Point Break de Catherine Bigelow, sorti en 1991. L'amitié-rivalité, les rapports troubles d'un flic infiltré dans une bande de surfeurs pour démanteler un gang de braqueurs de banque et d'un champion de surf qui l'initie à ce sport. Keanu Reeves et Patrick Swayze au top, plus trouble et complexe qu'il y paraît. Forrest Gump, de Robert Zemeckis, sorti en 1994. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il n'en fallait pas plus que cette phrase dite par Tom Hanks, qui gagna son 2e Oscar d'affilée, pour remporter 5 autres Oscars et un triomphe phénoménal. Un voyage dans 3 décennies de l'histoire américaine et un émouvant éloge de l'innocence. Réconfortant. Pride, de Marcus Matthews, sorti en 2014. Sous Margaret Thatcher, la rencontre improbable entre des mineurs du Pays de Galles en grève et des gays et lesbiennes londoniens venus les soutenir. Un hymne réjouissant à la tolérance. King Kong de Peter Jackson, avec Naomi Watts, Jack Black, Adrian Brody et Thomas Kretschmann. Quand le réalisateur du Seigneur des Anneaux rend hommage aux classiques des années 30, mais avec les moyens et les effets spéciaux d'aujourd'hui. Impressionnant, inventif, spectaculaire, mais aussi sentimental. Super 8 de J.J. Abrams, sorti en 2011, avec Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler. Un film fantastique sur une bande d'ados qui veulent tourner un film de zombies. Après Mission Impossible 3 et Star Trek, et avant les Star Wars, l'hommage d'un prodige d'Hollywood au cinéma de Steven Spielberg. Réjouissant.